Bonjour. Je remercie la Société d'Histoire de Lyon pour son invitation et sa présidente Marie-Annick Lavigne. Je suis Cyril Bonfils-Guillot, je suis chercheur associé au laboratoire Lara et j'ai soutenu une thèse en 2018 sur le personnel de la compagnie des Hauts-Fourneaux de Chasse-sur-Rhône pendant les 30 Glorieuses. Donc c'est en lien avec l'intervention d'aujourd'hui qui a pour titre le patronat de la métallurgie du Gier et les milieux d'affaires lyonnais. Donc, lors de mes recherches, je m'intéressais prioritairement au personnel de cette entreprise, mais on ne peut pas le faire sans connaître également son patronat. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, il y a la compréhension des politiques d'entreprise, par exemple les embauches des personnels, tout ce qui est également aide, santé, etc., qui est fait pour les personnels. Ensuite, les Hauts-Fourneaux de Chasse sont une entreprise familiale et donc la direction, la famille de la direction a des membres également parmi le personnel. C'est le cas d'ailleurs d'un certain nombre d'entreprises de la vallée du Gier. Et enfin, j'étais amené également à m'intéresser au patronat des entreprises voisines, notamment celui des Hauts-Fourneaux de Givors. Alors, la période de cette étude, c'est principalement les 30 Glorieuses, mais le patronat de la sidérurgie du Gier, en fait, on peut faire remonter ses origines au milieu du 19e siècle, donc de temps en temps, j'aborderai des périodes plus anciennes. L'espace de l'étude, donc je l'ai représenté ici par un schéma. En fait, quand on parle de la sidérurgie du centre, on parle de la région du Creusot et on parle ensuite de la sidérurgie de la Loire. La sidérurgie de la Loire s'étend en fait sur à peu près une quarantaine de kilomètres sur un axe est-ouest, donc de Londaine complètement à l'ouest, avec les communes d'Unieux et de Firminy. Ensuite, nous avons le pôle industriel stéphanois avec ses aciéries, les aciéries de Saint-Chamond, Rive-de-Gier et Givors, et les trois dernières communes forment ce qu'on appelle l'ensemble du Gier, ce qui est le centre en fait de notre étude. De l'autre côté du Rhône se trouve Chasse-sur-Rhône, où il y a également des hauts-fourneaux. Et donc finalement, ce qu'on appelle sidérurgie de la Loire, c'est un peu impropre, puisqu'elle s'étend majoritairement sur la Loire, mais en partie sur le département du Rhône avec Givors, et également sur le département de l'Isère avec Chasse-sur-Rhône. Donc la partie orientale de cet axe, de cette région sidérurgique, se trouve à peu près une vingtaine de kilomètres au sud de Lyon. Alors maintenant, si on regarde un peu plus en détail les grandes entreprises qui forment cet espace, donc on retrouve complètement à l'ouest, à Unieux, les aciéries Holzer. Ce sont des aciéries spéciales, qui font des aciers spéciaux, notamment utilisés pour les pièces, pièces mécaniques, pour l'outillage. Ensuite, on a les aciéries de Firminy, en fait, c'est une très grande entreprise qui a des usines ailleurs que dans la région de la Loire, et c'est une entreprise qui était spécialisée dans les pièces en acier de très grande dimension. Les aciéries Saint-Étienne, elles, avaient des productions qui étaient très diversifiées. Elles ont pu fournir des tôles. Alors, les aciéries de la Loire sont spécialisées dans les aciers spéciaux, font des aciers spéciaux, et en particulier des tôles plates. Donc ces tôles peuvent servir par exemple pour les bateaux, pour les bâtiments. Mais les aciéries de Saint-Étienne fournissaient toutes sortes d'entreprises, et notamment elles sont à l'origine des pièces du pont Alexandre III à Paris. Les aciéries de Saint-Chamond, alors la compagnie des forges d'aciéries de Saint-Chamond, en vérité c'est le géant de la région. C'est une entreprise qui a des usines sur les communes voisines d'Assailly, de Lorette et d'Onzion, et également en partie à Rive-de-Gier. Et on va voir que cette entreprise va unifier les différentes usines, les différentes entreprises de l'acier de la région de la Loire. À Rive-de-Gier, on trouve les établissements Marel, donc une autre aciérie, alors spécialisée dans les tôles force pour la marine, mais également plus tard pour les centrales nucléaires. Complètement à l'est, on trouve les hauts-fourneaux de Givors et les hauts-fourneaux de Chasse-sur-Rhône. Donc c'est un seul et même ensemble que forment donc ces usines de la Loire, et c'est un ensemble qui appartient à un même système technique, c'est-à-dire celui des aciers Martin. Donc ce système est fondé sur
la production de fonds d'affinage par les hauts fourneaux. Les hauts fourneaux transmettent ces fonds d'affinage dans les aciéries et ensuite elles peuvent être transformées par exemple en tôle par des lamines marnes. Maintenant, les hauts fourneaux fabriquent aussi des fonds de moulage, cette fois-ci pour les fonderies. Alors les fonderies, on retrouve dans la Loire, mais bien au-delà et un petit peu dans le pôle lyonnais d'ailleurs. Et puis enfin, les hauts fourneaux fournissent du ciment, fournissent différents matériaux de construction. Donc en fait, on a des industries plutôt de type traditionnel. En revanche, le pôle lyonnais, lui, est beaucoup plus diversifié. Alors donc, j'ai simplement rappelé quelques grands noms de l'industrie lyonnaise qui illustrent cette diversité. Verlier, donc pour les constructions mécaniques, Tismetal, donc pour la charpente, par exemple, Décour et Cabot, qui est un marchand de matériaux, ou Paris-Rhône, qui fournit par exemple du matériel électrique. Donc quand on regarde ces deux ensembles, on a l'impression qu'il peut y avoir des relations notamment économiques, mais qu'il y a un espace sidérurgique traditionnel, c'est celui de la sidérurgie de la Loire et du Gier, et puis il y a un pôle lyonnais qui est beaucoup plus diversifié avec des industries plus modernes, par exemple dans la pharmacie ou dans la chimie. Alors, ensuite, après cette présentation donc, de la région, donc, je vais m'intéresser maintenant plus particulièrement aux entreprises de la vallée du Gier. Et à la première d'entre elles, donc là il s'agit d'une photographie d'une partie des aciéries de Saint-Chamond. Ça donne une idée donc, de la dimension de l'entreprise, avec sa grande cheminée qui fait près de 100 mètres. Les noms que vous voyez juste en dessous, en fait, ce sont les grands dirigeants de cette entreprise, en particulier Théodore Laurent. Donc, ces dirigeants sont des ingénieurs du corps des mines, donc un grand corps d'État qui est rattaché au ministère de l'économie. Théodore Laurent a été président de l'entreprise de 1927 à 1953. Léon Daume, un autre de ses dirigeants, a été directeur général des aciéries de la marine à partir de 1927, vice-président en 1949 de l'entreprise, et il va la quitter pour être membre de la haute autorité de la CECA de 1952 à 1959. Il est également le gendre d'Henri Poincaré, le mathématicien. Et enfin, Henri Malcor, il est directeur général de la marine de 1952 à 1960. Il est aussi le premier directeur de la compagnie des ateliers Forges de la Loire, que je présenterai tout à l'heure, et le premier président de Creuse-Loire. Donc en fait, on a affaire à un très grand patronat, un patronat qui n'est pas régional, un patronat qui vit en région parisienne et qui est en lien avec les différents membres des corps des mines qu'on peut retrouver dans les ministères. Donc jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'il y ait de relations très fortes entre les aciéries de Saint-Chamond et le pôle industriel lyonnais. En revanche, les aciéries de la marine ont joué un rôle important, donc j'ai dit tout à l'heure, de la concentration de la sidérurgie de la Loire et du Centre. Donc en 1952, ils vont fusionner avec les aciéries de Saint-Étienne, je pourrais en reparler, puisque les patrons des aciéries de Saint-Étienne sont également les patrons des hauts fourneaux de chasse qui sont à l'extrémité donc, du pôle Lugy. En 1953, la marine crée la CAFL, donc la compagnie des ateliers et forges de la Loire, qui rassemble les activités productives de la holding marine Saint-Étienne, avec celle des aciéries de Firminy et de Jacob Holzer. Donc en fait, c'est 4 entreprises au total, 4 aciéries de la Loire qui sont en train de s'unir. Et en 1970, cet ensemble va fusionner avec les Schneider de Creusot et former donc Creuse-Loire. Donc je reparlerai un peu des dirigeants de cette entreprise, mais en réalité, ces dirigeants du Gier ont relativement peu de relations avec le pôle industriel lyonnais. L'autre grande entreprise, c'est celle Marel de Rive-de-Gier, avec, alors là la photographie un petit peu lointaine, mais on voit la cheminée de la Syrie qui est la plus haute d'Europe. Et les Marel avaient à cœur d'avoir une cheminée qui soit plus grande que celle de Saint-Chamond qui était leur rivaux. Alors la famille Marel est une famille de la Loire. En fait, le fondateur qui s'appelle Charles Marel
vient juste d'une commune proche, Sarmatal-la-Plaine, et avec ses 6 enfants, il va former la première entreprise en 1845. Et la famille va diriger cette entreprise jusqu'en 1974. Donc on a un exemple d'une entreprise familiale. Cette aciérie est alliée avec celle de Saint-Étienne. D'ailleurs, le président des aciéries Marel est également administrateur au fourneau de chasse, qui est une usine aussi qui est dirigée par la même famille que celle des aciéries de Saint-Étienne. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des réseaux, des entreprises qui rivalisent et qui coopèrent. Saint-Chamond, en fait, est allié, on verra un peu plus loin, avec les hauts fourneaux de Givors, alors que Marel, les aciéries de Saint-Étienne et donc les hauts fourneaux de chasse fonctionnent ensemble. Donc je disais que les dirigeants des aciéries Marel avaient donné plusieurs administrateurs à chasse à partir de 1883. Donc ensuite, je vous présente les hauts fourneaux de Chasse-sur-Rhône. Pendant très longtemps, ils ont été dirigés par la famille Cholat. Donc ils sont fondés en 1873 par des administrateurs des aciéries de Saint-Étienne. Et la famille Cholat va s'imposer à la fois à Saint-Étienne et à Chasse dans la décennie qui suit. Donc le fondateur est Charles Cholat, qui était ingénieur et polytechnicien. Et ensuite, c'est son fils Pierre Cholat qui va le diriger. Donc ce sont des Stéphanois. Donc jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de famille lyonnaise, toujours pas, quand on observe ces différents pôles. On verra que plusieurs membres de la famille ont également dirigé cette entreprise. Donc les Cholat sont installés dans le bassin industriel stéphanois. Pierre Cholat est en particulier très investi dans la Chambre de commerce de Saint-Étienne et dans l'association des syndicats métallurgiques et patronaux de la Loire. On aurait pu parler d'une autre entreprise qui s'appelle Fivelil. Alors, je n'ai pas pris sa photographie, je ne vais pas en parler, puisqu'en fait, si cette entreprise Givordine a des activités sidérurgiques, c'est principalement une entreprise mécanique qui a été fondée en 1825. Donc, on arrive au haut fourneau de Givors, et ce sont eux qui vont nous intéresser, puisqu'ils ont été fondés en 1841 par Eustache Prénat et par Victorin Génissus. Donc Eustache Prénat est né en 1802 à Saint-Julien-en-Jarez, donc encore décidément un Ligérien. C'est un ancien élève de l'école des mines de Saint-Étienne. Par contre, Victorin Génissus, lui, est maître de forge lyonnais et il possède également des hauts fourneaux à Vienne. Donc il y a eu des activités sidérurgiques à Lyon, comme il y en avait un petit peu partout en France avant le 19e siècle. Mais dès qu'on a développé la sidérurgie, à partir du charbon de terre notamment, dès qu'il a fallu utiliser d'autres types de minerais avec de plus fortes concentrations, le pôle lyonnais n'était plus du tout compétitif. Et donc la sidérurgie s'est principalement concentrée dans la Loire. Donc la famille Génissus en fait est une famille lyonnaise, mais ses activités, ses usines se trouvent par exemple à Vienne ou plutôt dans le pôle de la Loire. Alors là, on a une vue des hauts fourneaux et fonderies de Givors, du moins de ce qui reste de la fonderie, puisque comme à Chasse-sur-Rhône, en fait, les hauts fourneaux ont été démantelés. Donc voici les 4 principaux dirigeants lyonnais. Alors Eustache Prénat, on a vu qu'il était né dans la Loire, mais Édouard Prénat va venir s'installer à Lyon. Il va même être député. Alors, donc il a même été député de Lyon et une partie de ses activités, il va les développer dans la ville de Lyon. En 1897, par exemple, il est le fondateur de la Compagnie lyonnaise de Madagascar. En 1911, les aciéries de la Marine vont rentrer au conseil d'administration de Givors et Édouard Prénat lui-même va rentrer au conseil d'administration des aciéries de la Marine et son fils, donc lui succédera également à cette fonction. En 1919, il va passer un contrat avec les verreries Souchon de Selles à Givors pour les fournir en gaz de coke, ce qui leur permettra de fonctionner 24 heures sur 24, et on verra d'ailleurs un peu plus loin les liens qu'il peut y avoir avec les milieux d'affaires lyonnais.
Et en 1923, eh bien, il y a une prise de participation dans les aciéries du Rhône. Alors les aciéries du Rhône, c'est l'une, pour ne pas dire la seule entreprise sidérurgique du pôle industriel lyonnais. Il y avait deux bâtiments, l'un qui était à Villeurbanne et l'autre à Lyon 8e. Et donc ces aciéries du Rhône sont le prolongement naturel, on va dire, des hauts fourneaux de Givors. C'est-à-dire que tout à l'heure on a vu que les hauts fourneaux fournissaient en matière première les aciéries de la région de la Loire, hein, mais la famille Prénat, comme la famille Cholat, ont leurs propres aciéries. Et les aciéries donc, de la famille Prénat se trouvent en région lyonnaise. Donc Louis Prénat va associer son entreprise au Schneider en passant un contrat avec eux pour devenir leur fournisseur de fonte. C'est d'ailleurs ce qui va permettre au Schneider d'arrêter le dernier haut fourneau du Creusot, qui était l'un des derniers hauts fourneaux de la région centre. Donc il n'en reste plus que deux pour fournir toutes les aciéries de la région centre, c'est-à-dire les hauts fourneaux de Chasse et les hauts fourneaux de Givors. Il est le dernier, donc Louis Prénat est le dernier représentant de la famille qui est président des hauts fourneaux de Givors. Ensuite, ce sont les aciéries de la Marine qui seront les présidents, qui présideront le conseil d'administration. Et Édouard Prénat, qui est le dernier représentant de la famille, était directeur général des hauts fourneaux. Et il l'a été jusqu'à leur fermeture en 1960. Alors, en fait, la famille Prénat, comme la famille Cholat, ce ne sont pas du tout des inconnus pour les historiens. Et on a trois champs de recherche, donc l'histoire sociale et régionale, l'histoire du patronat, et puis l'histoire de la sidérurgie qui permettent d'aborder, enfin qui évoquent donc ces différents patrons. Pour l'histoire sociale et régionale, donc j'ai mis en premier Daniel Rivet parce qu'il est l'auteur d'un DES sous la direction de Pierre Léon. En fait, Pierre Léon est donc l'historien lyonnais qui a fait classer les archives des hauts fourneaux Prénat aux archives départementales du Rhône. Et donc juste après, Daniel Rivet, qui est son élève, a fait son DES dont le titre était Une affaire de famille, la compagnie des hauts fourneaux et fonderies de Givors. Yves Lequin, qui a fait une thèse très célèbre sur les ouvriers de la région lyonnaise, évoque évidemment la famille Prénat. Jean Castet, qui est un de ses élèves, a travaillé également fait une thèse sur les ouvriers de la société des hauts fourneaux et fonderies de Givors. Alors, l'histoire du patronat parle également de ces patrons qui sont un petit peu dans un angle mort, il faut le dire, parce que ce ne sont pas des patrons qui sont si importants que cela. On connaît très bien les patrons des aciéries de la Marine, mais comme en fait et les Cholat et les Prénat ont des activités très diverses, on va utiliser une seule de leurs usines, ils ne paraissent pas si puissants que cela, mais en réalité les uns et les autres avaient des mines par exemple dans les Pyrénées ou en Algérie, c'est pas franchement un petit patronat. Alors Hervé Joly, c'est pour ça que j'ai mis son nom, est un spécialiste du grand patronat, et ses recherches ont inspiré ce travail, de même que les recherches de son collègue François Robert, qui est l'auteur de la rente, enfin l'un des deux auteurs avec Loïc Bonneval, de la rente immobilière à la finance, la société de la rue Impériale à Lyon. Donc cet ouvrage date de 2019 et notamment dans cette société immobilière, enfin comme acteur de cette société immobilière, on a Édouard Prénat. Serge Chassagne est l'auteur d'un chapitre du livre « Histoire des familles, de la démographie et des comportements ». Le titre de son chapitre est « Une famille des maîtres de forge catholiques de la région lyonnaise, les Prénat, 19e, 20e siècle ». Donc Serge Chassagne est un chercheur, un spécialiste justement du patronat et de l'histoire d'entreprise. Et puis j'ai rajouté comme dernier nom celui de Daniel Colson, qui est un sociologue et qui est l'auteur de la Compagnie des fonderies Forges et Aciéries de Saint-Étienne de 1865 à 1914. Et là donc le sujet de ce travail c'est la famille Cholat. Alors l'histoire de la sidérurgie croise également ses patrons. Philippe Mioche, qui est un spécialiste de ce domaine, a joué un rôle notamment dans le classement des archives d'Henri Malcor, donc ancien président des aciéries de la Marine, et il est l'auteur d'une thèse d'État intitulée « La sidérurgie et l'État en France des années 1940 aux années 1970 ».
avec Jacques Roux. Il a rédigé l'ouvrage Henri Malcor, un héritier des maîtres de forge. Et enfin, comme dernière historienne, on peut citer Françoise Berger, qui est l'auteur d'une thèse intitulée « La France, l'Allemagne et l'acier, 1932-1952 », où elle parle également des Cholas et des Prénat. Alors, ces patrons ne sont pas inconnus des chercheurs, mais il reste quand même de nombreuses zones d'ombre, du travail à faire pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le secret des affaires, qui fait qu'on a connu, après le classement de ces archives, un peu mieux ces entreprises. Et donc le travail de Pierre Léon ou de Philippe Mioche est très important. Il y a aussi un deuxième inconvénient qui est la dispersion et la destruction d'archives privées. Et Serge Chassagne regrette en particulier la disparition de certaines archives des Prénat qui auraient été très utiles pour connaître mieux leur politique. Et puis enfin, et ça c'est bien connu par les sociologues, notamment Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson, qui indiquent que la vie des affaires la vie des hommes d'affaires est en grande partie cachée, puisque ce sont des hommes publics, donc ils sont extrêmement discrets, et lorsqu'ils sortent dans l'espace public, c'est toujours de manière très contrôlée, comme on le verra par la suite. Alors, après ce point historiographique, la suite de cette intervention s'appuie sur les travaux des historiens précédemment cités, et notamment Hervé Joly insiste sur le fait que les grands patrons, pendant très longtemps, sont issus d'écoles d'ingénieurs. C'est le cas, on va le voir, des patrons de la sidérurgie du Gier, en particulier de l'école polytechnique, de l'école des mines, c'est-à-dire du corps des mines de Paris, et puis de l'école civile des mines, par exemple celle de Saint-Étienne. Alors si on prend la famille Cholat, le fondateur Charles, lui, est polytechnicien. Lucien, son second fils, donc l'aîné, c'est Pierre, qui va être le président des aciéries de Saint-Étienne et des hauts-fourneaux de chasse. Et son cadet, donc Lucien, est ingénieur civil des mines de Saint-Étienne. Le fils de Pierre, qui aurait dû lui succéder, qui s'appelait Charles, lui-même est issu de l'école civile des mines de Saint-Étienne. Donc on voit qu'il y a un peu une dynastie qui se met en place avec un recrutement, enfin une formation plutôt grâce à cette école. Mais en fait, Pierre Cholat lui-même a été formé il est diplômé de l'école de commerce de Lyon, donc il a été formé sur Lyon. Et son plus jeune frère Joseph a passé un doctorat en droit également à l'université lyonnaise. Donc en fait le pôle supérieur lyonnais est important, et il offre une diversité de possibilités d'études qui a été très utile pour la formation de ses dirigeants. Édouard Prénat, lui, est diplômé de l'école centrale de Lyon. À Lyon, il y a également de grandes écoles d'ingénieurs. Et encore une fois, on peut souligner l'importance du pôle d'enseignement supérieur lyonnais. Donc, ces grandes écoles sont des lieux d'apprentissage, mais pas uniquement. Elles sont importantes en raison de leur réseau d'anciens élèves, et notamment, chaque année sont édités des annuaires d'anciens élèves, et il y a également des associations d'anciens élèves. Donc on voit les réseaux qui peuvent se former, et donc par conséquent, le patronat du Gier a conservé des liens avec leurs condisciples dans ces écoles lyonnaises. Les écoles sont aussi un moyen de recruter les cadres. Donc ça, on le voit surtout en fait pour l'école des mines de Saint-Étienne, puisque les ingénieurs principaux à la fois des aciéries de Saint-Étienne et des hauts-fourneaux de chasse sont tous placés par la même école. Alors la famille Cholat, la famille Prénat, je ne vais pas trop parler de cette famille, en fait on connaît assez mal leur formation. Par contre, ce qu'on sait, c'est que cette famille lyonnaise a eu de très nombreux membres qui sont passés par l'externat Saint-Joseph, donc par le lycée Saint-Marc à Lyon. Ça permet d'ailleurs de faire le lien avec la religion. On a un patronat catholique
aussi bien pour les Prénats que pour les Cholas. Donc cela se voit par leur école où ils sont formés. On a vu pour les Prénats l'externat Saint-Joseph. On peut citer d'autres écoles privées catholiques, comme l'externat Stanislas à Paris, par lequel est passé Théodore Laurent des Assyries de la Marine, mais aussi les enfants d'Édouard Prénat, après que la famille ait quitté Lyon, c'est-à-dire que les hauts-fourneaux de Givors ferment en 1960 et la famille va partir s'installer en région parisienne. Donc, des patrons catholiques, cela se voit. Alors, j'ai fait le choix de traiter ce thème avec une certaine focale, puisque c'est un thème très très vaste. Et donc j'ai pris quelques exemples d'œuvres effectuées par ces patrons. C'est particulier pour les Prénats, puisque en fait, eux, ils sont dans un bassin industriel où il y a d'autres entreprises, d'autres grandes entreprises. Et disons qu'ils ne se sont pas appropriés Givors comme les Cholas ont pu le faire pour Chasse-sur-Rhône. Alors là, vous avez la photographie de la statue de la Vierge du Puy-en-Velay. Cette statue a été fondue par les fonderies Prénat à partir des canons qui ont été pris lors de la bataille de Sébastopol. Et le sculpteur, l'artiste, est Jean-Marie Bonacieux, qui a été formé à l'école des Beaux-Arts de Lyon. Donc on voit bien les liens qu'il peut y avoir entre Lyon, les milieux lyonnais et puis les Prénats. Autre action de cette famille, la bénédiction chaque fois qu'un haut fourneau est mis à feu. Le dernier qui a été modernisé, c'était le haut fourneau Joffre en 1918, et Monseigneur Bourcharny représentait l'archevêque de Lyon. Alors cette pratique de baptiser en quelque sorte un haut fourneau, c'est pas propre aux familles catholiques de la région de la Loire, on retrouve exactement la même chose en Lorraine. Alors c'est une pratique qui n'a pas été abandonnée au cours du XXe siècle. Là, donc on a un extrait d'un article du Progrès où on voit en 1956 la mise à feu du haut fourneau 3, des hauts fourneaux de Chasse-sur-Rhône, et la photographie du milieu, c'est en fait Hélène Cholat, la femme du président directeur général, avec sa nièce, qui est la femme du directeur général de l'entreprise, qui sont en train de mettre à feu, qui sont les marraines du haut fourneau, et qui sont en train de le mettre à feu. Alors il faut dire que la famille Cholat, quand elle a pris possession en quelque sorte des hauts fourneaux de chasse, l'une de ses premières actions, ça a été de reconstruire l'usine, de reconstruire l'église de la paroisse. Et c'est dans cette église qu'a été prise la photographie de cet article. Ça sera le dernier thème qui permettra d'illustrer l'importance de la religion pour ce patronat. Alors là, on est le 31 décembre 1965 et nous avons le mariage de Marthe de Benoît, donc la fille du directeur, l'héritier, si vous voulez, de la famille Cholat, prise dans l'usine avec son mari. Alors, la lecture partielle de l'article est assez... permettra de montrer l'importance des liens qu'il peut y avoir entre religion et puis patronat local. Donc le 31 décembre, à l'église Saint-Martin à Chasse-sur-Rhône, a été célébré le mariage de mademoiselle Marthe de Benoît, fille de Georges Albert de Benoît, ingénieur civil des mines, et de madame Cholat, avec le lieutenant Trevor Macbeth. La bénédiction nuptiale leur a été donnée par le révérend père Roger de Benoît, père blanc, donc membre de la famille de la mariée. Les témoins étaient pour la mariée le général Henri de Benoît, pour le marié, monsieur Jacques Harris. Nous avons noté la présence à cette cérémonie du général Pierre de Benoît, du général de Bellonnet, du cadre de réserve ancien commandant de région Joseph Cholat, membre de la famille Cholat, etc. etc. Donc, la famille Cholat est dans cette église qu'elle a fait construire. Le mois de décembre 1965 est un mois très important pour eux.
puisque cette année-là, l'enjeu, c'est la poursuite du contrôle de leur usine. Et évidemment que le mariage a été prévu de longue date, mais il était très important pour eux également de manifester leur présence dans l'usine, leur présence auprès de l'unité, puisque les activités sidérurgiques, les hauts fourneaux doivent être arrêtés et on doit concentrer les activités sur la seule fonderie. Donc c'est pas simplement une cérémonie religieuse, hein, c'est évidemment extrêmement symbolique. Alors, ce mariage nous permet également de parler des alliances familiales. Ce qui caractérise la famille Chola, ce sont ces alliances plutôt ligériennes en fait. Hein. Donc je vais surtout parler de la famille Prénat, qui est une famille lyonnaise, et prendre l'exemple d'Édouard Prénat, donc en fait c'est la deuxième génération. Hein. Il a eu plusieurs enfants, et par exemple Marie-Louise a épousé Philippe Charveria. Donc Philippe Charveria est issu d'une famille de notaires lyonnais. Un autre de ses fils, Eustache, qui va être vice-président des Hauts-Fourneaux de Givors, épouse Marie-Louise Berne. Et Marie-Louise Berne est fille du directeur de la Société des Forces Motrices du Rhône. Donc on voit bien les alliances matrimoniales qu'il peut y avoir entre cette famille et les différentes familles du monde des affaires lyonnais. C'est le cas du dernier représentant de la famille Prénat qui dirigeait les Hauts-Fourneaux de Givors, puisque, par exemple, deux de ses filles vont se marier avec la famille Ginon, et Olivier Ginon, qui est connu, puisqu'il est le dirigeant de GL Evans, est donc le fils de Daniel Prénat. Donc, quand, par exemple, Henri Malcor dit que les Prénat ou les Chola sont des petits maîtres de forge, on peut quand même contester cette affirmation, hein, puisque ces familles sont alliées avec le monde des affaires lyonnais et même au-delà. Alors ça nous permet de parler désormais des réseaux d'affaires, lyonnais et des liens qu'il peut y avoir avec les dirigeants de la sidérurgie du Gier. Et j'ai commencé par traiter le thème des administrateurs. Donc les dirigeants en fait de ces entreprises. Le conseil d'administration des Hauts-Fourneaux de Givors en fait est partagé entre les aciéries de la marine, où il y a à peu près la moitié des représentants qui viennent des aciéries de la marine, et l'autre moitié c'est la famille Prénat. Donc on a vu une famille lyonnaise. Mais il n'y a pas d'intervenant extérieur. En fait, les aciéries de la marine, enfin l'entreprise marine a mis un peu la main sur les Hauts-Fourneaux de Givors. En revanche, pour les Hauts-Fourneaux de Chasse-sur-Rhône, eh bien, il y a la place pour un administrateur extérieur. Donc il y avait Pierre Chola, il y avait un autre membre de sa famille, donc il y avait d'abord son frère Lucien et puis après son plus jeune frère Joseph. Il y avait un membre des aciéries de Saint-Étienne, il y avait également un membre des aciéries Marel, et le dernier membre était un industriel de la région. Donc il y a eu pendant très longtemps Martouret, qui était un industriel viennois, président de la Chambre de commerce de Vienne, mais en 1951, à son décès, lui succède André Dietrich. Et c'est là que l'étude des administrateurs est intéressante pour voir les liens qu'il peut y avoir entre les aciéries et les hauts-fourneaux du Gier, et puis les milieux d'affaires lyonnais. Donc André Dietrich est un fabricant de machines textiles de Bourgoin-Jallieu et il vit à Lyon. Sa famille est une vieille famille lyonnaise et le fondateur de l'entreprise, qui s'appelait Théophile Dietrich, a été membre de la Chambre de commerce de Lyon et il est également un administrateur, il a été un administrateur de l'école centrale de Lyon. Donc Dietrich fait partie des milieux d'affaires lyonnais. Alors bien entendu, il y a de très nombreux clients et fournisseurs, j'ai commencé à en parler tout à l'heure, qui sont en lien donc avec, qui travaillent avec ce patronat du Gier. On a vu par exemple que les Chola fournissaient des fours des aciéries de la marine et puis des Schneider au Creusot, alors que les Prénat fournissent les Marel et puis d'autres aciéries régionales. Donc
enfin disons des clients qui sont plutôt de la loi. Mais il y a aussi les grands noms de l'industrie mécanique lyonnaise, comme par exemple Berlier. Donc Berlier possède ses propres fonderies en fait, mais a besoin pour des commandes plus importantes de s'adresser aux fonderies du Gier. Tis Méthane, qui est une entreprise qui existe toujours de construction mécanique par exemple, ou Paris-Rhône, qui est dans la construction électrique et qui avait besoin de pièces en fonte. Il y a d'autres entreprises plus petites. Alors en fait, ma source, c'est la liste des fournisseurs des hauts fourneaux de Chasse-sur-Rhône à la fermeture de l'usine. Ça s'est conservé aux archives de Grenoble, aux archives départementales de l'Isère. Mais quand on lit les conseils d'administration des entreprises, on retrouve des noms de fournisseurs. Donc par exemple Tourneau, qui est constructeur d'ouvrages, par exemple de port, ou Brossette et Fils, qui était installé à Géron. On a vu aussi que les établissements Prénat avaient leur propre filiale, les Aciéries du Rhône. Et puis on trouve des petites fonderies lyonnaises, comme les fonderies Roux, qui étaient à l'angle de la rue Richerand et du cours Lafayette. On peut ajouter que les hauts fourneaux consomment du minerai produit localement. Alors certes, le charbon de la Loire, et là il n'y a pas de lien avec, enfin peu de lien on va dire avec les milieux d'affaires lyonnais, mais aussi la pyrite de Saint-Bel, donc une mine qui se trouve dans le sud-ouest de Lyon. Donc en fait c'est une mine, c'est un minerai de fer dans lequel il y a du soufre. En retirant ce soufre qui est grillé à Saint-Fond, on récupère le minerai qui est ensuite aggloméré et utilisé dans les hauts fourneaux. Donc l'entreprise qui traite ce minerai à Saint-Fond est l'entreprise de Saint-Gobain avec laquelle les hauts fourneaux de Chasse et les hauts fourneaux de Givors avaient passé des accords. Enfin, les hauts fourneaux fournissent de la matière première aux industries locales. Donc, en particulier les cimenteries font du ciment de laitier, qui est un ciment hydrofuge et qui a été utilisé dans les ouvrages d'art locaux, notamment par l'entreprise lyonnaise du comptoir des chaux et ciments, et il a pu servir au tunnel de la Croix-Rousse. Oups, petit arrêt, c'est reparti. Les hauts fourneaux Givordins ont conservé leur coquerie, celle de. Alors le coke, donc c'est en quelque sorte du charbon qui est grillé, donc qui a une meilleure teneur en carbone, et qui est utilisé dans les hauts fourneaux. Les coqueries de chasse ont été fermées après la Seconde Guerre mondiale, mais les Prénats ont conservé leurs coqueries jusqu'à la fermeture de l'usine en 1960. Et l'intérêt du gaz de coquerie, c'est qu'il permettait de faire tourner les verreries 24 heures sur 24. Et donc, les Prénats étaient alliés avec, avaient passé des contrats en fait avec la verrerie Souchon-Neufcelle, dont le dirigeant est Antoine Ribou, qui est un Lyonnais. Et c'est un ami personnel d'Édouard Prénat, puisque ses enfants le surnomment Toinet. Donc on voit les liens qu'il peut y avoir entre donc, ces entreprises de la sidérurgie du Gier et puis les grandes entreprises de la région lyonnaise au sens large. Maintenant, il y a des liens aussi financiers, puisque Lyon est une place boursière, et donc les assemblées générales des entreprises du Gier se tenaient à Lyon. Elles se tenaient dans les locaux de la Chambre syndicale des métiers de la métallurgie, au 36 de la rue Molière, et elles se tenaient dans la salle des réunions industrielles du Palais de la Bourse. Et ça, c'est valable aussi bien pour les Cholats que pour les Prénats. Il y avait également de nombreux rendez-vous d'affaires, puisque une partie de ces patrons ne vivent pas dans la région. Et il était très commode pour eux de prendre le train, de se rendre à Lyon. Il y avait également les assemblées générales, et c'était beaucoup plus commode que d'aller à Saint-Étienne ou que d'aller à Chasse ou à Givors. Je pense notamment à Henri Malcor ou à André Legendre, qui est son successeur à la tête de Creusot-Loire, et qui était également un administrateur des hauts fourneaux de Chasse-sur-Rhône et qui donnait de nombreux rendez-vous sur Lyon. Les entreprises du Gier ont une grande partie de leur capital qui est dans le public, enfin placé auprès du public lyonnais d'ailleurs. Les patrons de la sidérurgie du Gier sont également des investisseurs. Alors pour les Cholats, en fait, Pierre Cholat, sa femme, est issue d'une famille de banquiers. Les Chalut, c'est une famille de banquiers auvergnats, c'est la deuxième plus ancienne famille de la banque française. Donc, disons que ces investissements, il le fait plutôt avec des acteurs stéphanois. En revanche, les Prénats, comme
famille lyonnaise, eh bien, sont à la fois patrons des hauts fourneaux de Givors, hein, mais se sont reconvertis aussi dans les affaires financières. Donc Édouard Prénat, le deuxième dans la famille, hein, a dirigé le haut fourneau des Givors, a été le fondateur de la compagnie lyonnaise de Madagascar, donc une compagnie coloniale. Il a été aussi administrateur de la Société de la rue Impériale, la SRI, qui est une entreprise qui a existé jusqu'en 2005. Et à ce titre, eh bien, il connaît très très bien les autres grands noms des milieux d'affaires lyonnais, comme les Coignet, comme les Piaton ou les Martin, par exemple. Alors, il me reste à parler de la fin de ces hauts fourneaux et des liens qu'il peut y avoir avec le monde des affaires lyonnais. Donc, à la fin des années 1950, les hauts fourneaux de la région du Gier ont entrepris de se moderniser et donc ils se sont endettés fortement. La consommation de fonte augmente certes, mais en raison de l'ouverture des frontières, eh bien, ils vont produire de plus en plus, mais paradoxalement, ça va leur coûter de plus en plus cher de produire, parce qu'ils n'arrivent plus à dégager de bénéfices. Donc ils avaient un choix cornélien, soit s'arrêter de produire et donc abandonner ce qui est au cœur de leur activité, hein, soit continuer à produire, mais toujours s'endetter davantage. Donc en 1959, les aciéries de la marine vont imposer, on va dire, au Prénat l'arrêt de leur hauts fourneaux de Givors. Et en 1962, l'entreprise est mise en liquidation. Donc le projet vise à conserver la fonderie, fonderie qui d'ailleurs va être transmise à une famille lyonnaise, la fonderie Roux, que j'ai évoqué tout à l'heure, une famille qui est alliée à une autre fonderie qui se trouve dans le sud de la France, la Fournaise, et qui vont devenir les propriétaires des fonderies Prénat. La partie sidérurgique, elle, la partie haut fourneau, va être complètement arrêtée, les cimenteries, les coqueries également. Et là, il y a une tentative d'opération financière qui a été menée par Jacques Dizerens. Alors Jacques Dizerens, en fait, il se présente comme un industriel suisse originaire de Zurich, mais en réalité, son père est directeur général de la compagnie lyonnaise de Madagascar, donc la compagnie qui a été fondée par Édouard Prénat. Il va tenter un coup boursier de s'approprier donc les hauts fourneaux de Givors, et son coup boursier va échouer. Et donc c'est comme ça que l'entreprise va finir par être liquidée. On va reparler des Dizerens, de la famille Dizerens, pour les hauts fourneaux de Givors, de Chasse-sur-Rhône, pardon. Donc, les hauts fourneaux de chasse connaissaient eux aussi les difficultés. En 1963, il y a un grave accident qui va arracher le Loir le sommet du haut fourneau, du haut fourneau 3, qui était un fourneau moderne, qui était le cœur de l'usine en fait. Et il va falloir relancer l'usine, mais il y a un besoin urgent de capitaux. Donc ils vont se mettre en difficulté pendant près de 2 ans pour essayer de poursuivre leur activité. En fait, ce qu'ils ont prévu, c'est de passer un accord avec une entreprise lorraine, c'est les hauts fourneaux de Knutange. Et dans cet accord, la partie hauts fourneaux devait être vendue aux hauts fourneaux lorrains et eux-mêmes devaient faire comme à Givors, c'est-à-dire conserver la partie fonderie. Ils tentent de faire cette opération et en décembre 1965, donc le mois où Marthe de Benoît se marie, eh bien, il y a un coup de bourse qui leur est très défavorable et qui est mené justement par ces financiers lyonnais. Donc, il y avait le cousin germain de Jacques Dizerens qui avait tenté de prendre possession des hauts fourneaux de Givors. Il s'agit de Marcel Dizerens, qui se présente comme suisse, mais qui est un industriel lyonnais. Et la femme de ce dernier, par contre, elle est suisse, c'est Elfriede Dizerens, qui vont tenter et qui vont réussir à prendre la direction des hauts fourneaux de Chasse-sur-Rhône. Et ils vont le faire en coopération avec la charge Girardet, qui est une charge lyonnaise. Ce sont des agents de change lyonnais qui vont aider les Dizerens dans cette entreprise. Ils ont d'autres alliés financiers qui sont notamment suisses.
Alors leur gestion, la situation de l'entreprise était déjà très compromise, hein, mais leur gestion va être particulièrement calamiteuse et va précipiter la fin de l'entreprise en fait. Et en fait c'est une famille niçoise, les Agiles, qui vont 6 mois après la prise de pouvoir par Mathilde d'Isrens prendre possession de l'usine. Alors les d'Isrens ont laissé un très mauvais souvenir, en fait leur gestion de l'entreprise a été frauduleuse. Et ils vont d'ailleurs être condamnés, ce qui va condamner l'un à la prison ferme, ce qui va mettre fin à la procédure, c'est la mort de l'un des 2 cousins dans un accident de voiture. Alors on termine cette histoire des liens entre milieu d'affaires lyonnais et puis patron d'Ugier par finalement un fait divers, assez tragique pour cette industrie et puis pour les personnels de ces entreprises, mais évidemment on ne peut pas limiter cette présentation à ce fait divers. On a pu constater l'importance des liens qu'il pouvait y avoir entre les milieux d'affaires de Lyonnais et puis ce patronat d'Ugier, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau des affaires des administrateurs, des clients ou des fournisseurs. Et cela est un peu inattendu puisque la vision qu'on a bien souvent, c'est donc des patronats qui sont assez différents les uns des autres. Un patronat lyonnais qui a des activités beaucoup plus diverses et modernes et un patronat d'Ugier qui finalement est plutôt traditionnel et en déclin. Mais c'est vrai qu'il y a une proximité géographique qui a facilité ces liens. Voilà, je vous remercie. Moi j'ai une question. Vous n'indiquez jamais le nombre à peu près le potentiel de gens qui avaient travaillé dans ça. Je vous entends très mal en fait. Le nombre d'employés. Ah, le nombre de postes de travail dans chaque entreprise. Alors, à Chasse-sur-Rhône, est-ce que c'est 200 personnes, 500 personnes? Ah non, bien plus. À Chasse-sur-Rhône, au début des années 50, voilà. Il y avait plus de 1000 salariés. C'est ça donne une idée. Voilà, tout à fait. Les hauts-fourneaux de Givors, c'était un peu moins, puisqu'il n'y avait que 2 hauts-fourneaux alors qu'il y en avait 3 à Chasse, et c'était autour de 700 salariés. Alors on est à un sommet. Après, l'autre période de forte embauche, c'est à la fin des années 50, début des années 60, on a un maximum de production sidérurgique dans toute la France, et à Chasse, on était autour de 900 salariés. Alors après, ce qu'il faut mesurer, c'est que ces patrons ont des hauts fourneaux, mais ils ont aussi des aciéries. Et les aciéries de Saint-Étienne, donc pour la famille Cholat, c'est à peu près 2000 personnes. Et puis il faut ajouter à peu près 300 mineurs dans les Pyrénées, à peu près autant de mineurs à Bouamran en Algérie. Donc en fait, ce ne sont pas des si petits patrons que ça, comme j'ai pu le dire. Vous avez parlé des aciéries de la marine à plusieurs reprises. C'est quoi? C'est où? Alors oui, j'ai pas été clair, je pense. Donc ce sont les aciéries de Saint-Chamond. Et si elles s'appellent aciéries de la marine, c'est parce que, d'abord c'est leur nom bien sûr, mais c'est parce qu'elles ont fourni de nombreuses plaques de tôle à la marine française, à la marine militaire, je parle. En fait, une bonne partie des cuirassés, des croiseurs, des grands bâtiments de ligne français ont été fabriqués à partir de matériaux qui proviennent de la sidérurgie de la Loire. C'est pareil pour les canons. Notamment les aciéries de Firminy étaient spécialisées dans les produits longs, donc ils faisaient les artélistes de ces bateaux par exemple. Mais les aciéries de la marine à Saint-Chamond produisaient donc les plaques de blindage, les canons également, et ils ont fourni par exemple les canons du porte-avions Clémenceau. Ça a été une de leurs dernières fournitures. Maintenant, les aciéries de la marine sont très loin de se limiter à ce type de production. Donc, ils ont produit du matériel agricole, ils ont produit du matériel ferroviaire. C'était vraiment un géant qui avait plusieurs usines, en fait, à Saint-Chamond même. On n'a qu'un aperçu de l'usine principale, d'ailleurs, de Saint-Chamond, la photographie que je vous ai montrée. Et puis, d'autres entreprises dans les communes voisines. Et puis, même ces marines Aumécourt, donc ils avaient l'usine en Lorraine. Donc, c'est vraiment un géant, la sidérurgie française.
En fait, il y avait 3 grands dirigeants du comité des forges dans la première moitié du XXe siècle, les Schneider de Creuse-de-Loire, Théodore Laurent, qui a été un patron qui a dirigé pendant très longtemps les aciéries de la marine, et puis c'était les Devinel en Lorraine. De façon un peu plus anecdotique, la fonderie Roux, Oui. qui était rue Étienne Richerand, fonctionnait encore quelque peu dans les années 50, et ces bâtiments rue Étienne Richerand ont été démolis qu'il y a une dizaine d'années à peu près. Je sais bien parce que j'avais de la famille qui habitait en face quand j'étais tout petit. C'était la rive nord de tout un ensemble industriel là, qui partait au sud du cours Lafayette, où il y avait énormément d'usines de textiles, certainement d'autres choses. Hein. Oui, c'est d'autant plus impressionnant parce que quand j'ai regardé l'adresse de la fonderie, je m'attendais à être vraiment assez loin du côté de Villeurbanne, mais maintenant c'est quasiment au centre de Lyon, au final, enfin de l'agglomération lyonnaise. C'est là qu'on mesure vraiment l'extension de la ville ces dernières décennies. Et c'est d'ailleurs pareil pour les aciéries du Rhône, qui étaient dans le 8e. Donc des aciéries, même si ce sont des petites aciéries, c'est quand même des bâtiments relativement grands. Quand elles étaient en activité, elles sont fermées en 1959, donc c'était les Prénat qui en étaient les propriétaires. Bon, on était en périphérie de Lyon, hein, mais maintenant on est au centre du 8e quasiment. Et la partie villeurbannaise se trouvait où? La partie? Vous avez parlé de Villeurbanne à un moment. Je ne me rappelle plus. Je sais qu'il y a des photographies à la bibliothèque municipale de Lyon, justement des bâtiments à Villeurbanne. Il doit y avoir l'adresse précise, mais je ne l'ai plus en tête. Il y avait des consommateurs à Villeurbanne de produits métallurgiques finis, de fils par exemple, comme le fil Dynamo, qui était juste à l'est des gratte-ciels. Ils étaient rue du 4 août, là où actuellement il y a une tour qui date de la fin des années 60. Là. Ça, c'est la place du fil Dynamo. Donc en fait, il y avait des usines partout. Il y en avait rue Bellecombe, partout où on voit des immeubles un peu récents, enfin, des cités d'immeubles et autres d'après les années 50. Ça a généralement remplacé les usines. Et alors, qu'est-ce que c'était comme usine? Il y avait beaucoup de textiles aussi. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Alors, les gilets, c'est des usines, des gilets. Voilà. À Villeurbanne, il y avait il y avait les grands, là où il y a maintenant ces bâtiments, d'ailleurs, qui ont été classés au patrimoine du XXe siècle, là, qui sont au bout de la rue du 4 août, là, c'est une des plus vieilles usines des gilets, hein, construite, je crois, vers 1850, 60 peut-être. Alors, c'est vrai que d'abord, on a une vision de Lyon, le Lyon d'aujourd'hui, c'est un Lyon peu industriel finalement, et les industries sont très concentrées et à l'extérieur, et en réalité pendant très longtemps elles étaient dans la ville. Hein. Les frères Jean au 19e siècle, au début du 19e siècle, leur fonderie qui fournissait des canons à l'armée napoléonienne, ils sont à Vèze, ils sont dans le 9e. Et donc les activités sidérurgiques, la plupart des activités sidérurgiques ont quitté la ville parce qu'elles n'étaient plus compétitives à la fin du 19e siècle. Alors en revanche, ce qui est resté, c'est un très grand nombre d'activités mécaniques pour l'industrie automobile, qui a été l'industrie, avec Berlier, mais il y a eu des fabricants automobiles également à Lyon, et du côté de Montplaisir notamment. Hein. Donc ces industries mécaniques avaient besoin de pièces en acier et de pièces en fonte qui étaient fabriquées dans la Loire. D'où les liens qu'il y avait avec le patronat de la Loire. Quand il y avait des fabrications en série, j'ai parlé de Berlier ne pouvait pas fournir toutes les culasses de moteur, et donc une partie des culasses était fabriquée dans les fonderies de Givors ou de Chasse-sur-Eau, qui étaient à côté des Hauts-Fourneaux. D'autres questions? Merci beaucoup.